astronomes vont sous la Terre ou sous les mers pour observer le ciel, pour observer des neutrinos. Pourquoi sous la Terre? Qu'est-ce que c'est un neutrino? Les neutrinos, ce sont aussi des particules en une forme de rayonnement. Et on a tout lieu de penser que l'univers est rempli d'un rayonnement de type neutrino. Un faisceau de neutrinos qui traverse la Terre, seuls quelques neutrinos vont interagir. Et donc, pour capturer quelques-uns de ces neutrinos, l'idée est d'utiliser toute la Terre comme détecteur. Vous dites capturer des neutrinos. Comment ça, capturer? Qu'est-ce que ça veut dire capturer? Ça veut dire que le neutrino va interagir avec la matière pour former ce qu'on appelle des muons qu'on va détecter dans la mer. Alors pourquoi dans la mer? C'est pour s'affranchir de l'ensemble des rayons cosmiques. Il y a plein de muons dans les rayons cosmiques. Et donc ces détecteurs sous-marins sont dans l'eau pour se protéger, comme on avait dit. Et le télescope Antares, qui est au large de Toulon, observe les neutrinos qui nous arrivent du ciel de l'hémisphère sud. Qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? C'est un petit peu comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, il y a des rides qui vont se former. Alors ça ne va pas être à la surface de l'eau, ça va être des rides qui vont déformer l'espace-temps et vont se propager dans tout l'univers. C'est ça qu'on étudie avec les ondes gravitationnelles qui n'ont jamais été observées directement. Le but ultime étant d'avoir des informations sur ce qui s'est passé juste après le Big Bang, où il y a eu aussi production d'ondes gravitationnelles primordiales, et où là, on pourrait remonter vraiment à des époques, non pas 400 000 ans après le Big Bang, comme on le fait avec les photons, mais vraiment juste après le Big Bang, là au moment où ces ondes gravitationnelles primordiales ont été produites. Mais comment sont-elles produites? On pense que lorsqu'on a un phénomène très massif dans l'univers qui est avec un effondrement d'étoiles, ou bien une explosion, ou bien la coalescence de deux étoiles qui vont former un trou noir, la violence du phénomène est telle qu'elle fait une distorsion de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on a une onde qui va se propager dans tout l'espace-temps. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? C'est ce phénomène de distorsion de l'espace-temps. C'est quand même pas banal de dire que l'espace et le temps, c'est pas quelque chose qui est un décor planté toujours en dehors de nous, mais qu'en fait, il interagit, ce décor, avec la matière qui est dedans. Donc, c'est pas simplement l'espace-temps, c'est la matière-espace-temps qui font un ensemble, qui dialoguent l'un avec l'autre. La matière distord l'espace et le temps. Qu'est-ce qu'un rapport et de quel type sont les rapports entre singularités? Et la dernière fois, j'ai avancé une hypothèse à partir de l'idée suivante. C'est qu'une notion aussi bizarre que celle que Leibniz instaure en nous disant: si vous prenez un ensemble de possibles, ils ne sont pas forcément compossibles. Donc la relation de compossibilité et d'incompossibilité serait ce type de relation entre singularités. Adam non pécheur est incompossible avec le monde où Adam a péché. Encore une fois, c'est ça qui m'importe, comprenez bien. Adam non pécheur est contradictoire avec Adam pécheur, mais n'est pas contradictoire avec le monde où Adam a péché. Simplement, entre le monde où Adam a péché et le monde où Adam ne pêche pas, il y a incompossibilité. Donc, la situation de Dieu quand il crée le monde est très bizarre, vous voyez. Et ça fait partie des idées les plus célèbres de Leibniz. La situation de Dieu quand il crée le monde, c'est que Dieu se trouve dans la situation où il choisit entre une infinité de mondes possibles. Il choisit entre une infinité de mondes également possibles, mais qui ne sont pas compossibles les uns avec les autres. Dans l'entendement de Dieu, il y a une infinité de mondes possibles, et Dieu va choisir
parmi ces mondes possibles, qui ne sont pas compatibles les uns avec les autres, il va choisir l'un d'entre eux. Lequel? Heureusement, on n'a pas encore à s'occuper de cette question, mais c'est facile à deviner la réponse de Leibniz. Il va choisir le meilleur. Le meilleur.